C'est Nick Carter qui vous parle. Un matin d'avril 1910, il était à peine 8 heures, je sonnais à la porte du somptueux hôtel particulier du milliardaire Archibald Browndale. Monsieur Carter, je suppose. Oui, monsieur David Atkins vient de me téléphoner. Il vous attend, ça. Si vous voulez bien me suivre. Très volontiers. Monsieur Atkins, voici monsieur Carter. Ah, excusez-moi, mon cher ami, de vous avoir arraché du lit. Et merci d'être venu si vite. Je vous en prie. Restez, James, vous n'êtes pas de trop. Mon cher Carter, permettez-moi de vous présenter James Bradford, le secrétaire particulier de mon pauvre ami Browndale. Mais pourquoi pauvre? Il est arrivé quelque chose à Browndale? Hélas. Enfin, vous pensez bien qu'il a fallu un événement grave pour que nous nous trouvions ici, dans ce salon, à 8 heures du matin. Oui, bien sûr. Quand nous nous sommes quittés hier soir, après le concert Marie Delna, je ne croyais certes pas vous revoir si tôt. Que s'est-il passé? Asseyez-vous. Le mieux, je crois, est de reprendre du début. James, nous vous écoutons. Je pense, monsieur Carter, que vous connaissiez monsieur Browndale. Oui, bien sûr. La cinquantaine, une belle santé, une inlassable activité. Et une grande intelligence, qui lui a permis de réaliser dans la finance une fortune considérable. J'aimais beaucoup monsieur Browndale. Malgré un caractère difficile, il était capable d'une grande sensibilité. Bref, hier soir, à 10 heures, je lui ai souhaité une bonne nuit, dans sa chambre qui se trouve au rez-de-chaussée. Il était au lit, et j'ai éteint moi-même l'électricité. Puis je suis monté au premier, où nous avons notre chambre. Ma femme remplit ici les fonctions de gouvernante. C'est elle qui dirige la maison. Et Browndale, vous le savez, vivait séparé de sa femme depuis longtemps déjà. Vers 2 heures du matin, voilà qu'Edith me réveille. James, tu n'as pas entendu? Hein? Non, quoi? On aurait dit que des gens se battaient en bas. Oh, tu as eu un cauchemar. Mais non, je t'assure. Oh, alors c'est monsieur Browndale qui est allé dans la bibliothèque et qui aura heurté un meuble. Mais non, il y a au moins 2 hommes. Ils chuchotaient. Oh, James, j'ai peur. Non, je vais voir. Non, reste ici. S'ils allaient te faire du mal. Oh, ne dis pas de bêtises. Je prends mon revolver. Oh, mon Dieu, s'ils allaient te tuer. Tais-toi. Tu vas finir par me fiche la frousse. Moi, je vais allumer. Non, surtout pas. Je reviens tout de suite. Pas un mot, je te brûle. Laissez-moi! Laissez-moi, vous me laissez! Oh, son revolver! Mais le mien, Barion! Attache-le! Sa femme va crier! T'inquiète pas, un tampon de chloroforme sous le nez, elle restera tranquille. Allez, viens dans la chambre et ton premier. J'ai mis 3 heures à me délivrer de mes liens. J'étais épuisé. Je suis remonté jusqu'à notre chambre. Ma femme avait été chloroformée par les bandits. J'ai eu beau la secouer après avoir ouvert la fenêtre, rien à faire. J'ai pensé que peu à peu l'air du matin la réveillerait. Il était 5 heures. Je suis descendu voir si M. Browndale avait entendu quelque chose. Ah, messieurs, c'était affreux. Le pauvre homme gisait sur le tapis de sa chambre, une large blessure au front. J'ai mis la main sur son cœur, il ne battait plus. Je suis sorti de la chambre en titubant et arrivé au pied de l'escalier, à bout de force et d'émotion, je me suis évanoui. Et ce sont les domestiques qui vous ont trouvé là? Non, j'ai repris connaissance vers 7 heures. Alors j'ai couru sonner chez M. Atkins, qui habite en face. M. Browndale m'avait toujours recommandé d'aller le chercher au cas où il lui arriverait quelque chose. M. Atkins est venu aussitôt avec moi. Vous vous êtes peut-être trompé, James. Mon pauvre ami n'est peut-être qu'évanoui. Puissiez-vous dire vrai, M. Atkins, mais vous allez vous rendre compte vous-même. C'est ici. Allons, James, ne tremblez pas comme ça. Laissez-moi entrer. Oh, c'est tellement impressionnant. Mais, James, où est le corps? Mon Dieu, il a disparu. Vous avez eu un cauchemar, mon vieux. Mais non, monsieur, je vous jure. D'abord, vous voyez bien qu'il n'est plus dans son lit. Et puis regardez. Oh, c'est horrible. Cette marque de sang. Les assassins seraient revenus pour enlever le cadavre? Sûrement. Alors ils l'ont fait pendant que vous étiez évanoui. Mais pourquoi? Dans quel but? Regardez, monsieur. Il y a des traces de sang qui indiquent qu'ils ont traîné le corps.
Oui, dans cette direction. Vers le jardin. Ils ont dû sortir par la porte de derrière. Le téléphone est dans le bureau, je crois. Oui. Vous voulez appeler la police? Je veux d'abord demander à mon ami Nick Carter de venir. Oui, c'est une bonne idée. Venez par ici, monsieur. C'est ainsi, mon cher Carter, que nous vous avons téléphoné. Bon. Si vous voulez bien me conduire tout de suite à la chambre. Suivez-moi. Il y a eu ici une lutte acharnée. Monsieur Brandel a dû se défendre avec la dernière énergie. Voyez ici cette flaque de sang. Oui. Et puis ces empreintes qui sortent de la chambre pour se diriger par le couloir vers le jardin qui se trouve derrière la maison. Oui, voyons ça. Ah oui. Oui, on voit nettement les marques des talons de la victime que les bandits ont dû traîner par les épaules. Oh, messieurs, cette flaque de sang près de la porte du jardin. Oui. Les meurtriers se sont sans doute reposés là pendant un moment avec le cadavre. Non, je ne crois pas. Comment, vous ne croyez pas? Non, il y a lieu de remarquer qu'entre la flaque de la chambre et le seuil de cette porte, il n'y a pas une seule goutte de sang. Il y en aurait certainement eu si un corps saignant abondamment avait été traîné par les épaules jusqu'ici. Dans le cas d'une blessure grave, le sang ne cesse pas de couler. Il n'y a ni à-coup, ni interruption soudaine. Conclusion? Eh bien, je serais étonné que ce sang provienne de la blessure de la victime. D'où viendrait-il alors? Ah, ça... Cela reste à déterminer. Bon, voyons si nous trouvons encore du sang dans le jardin. Oui, voyez, il y a des empreintes de pas. Et des taches de sang à intervalles plus ou moins réguliers. Tiens, ici il n'y a plus de gouttes de sang. Mais on voit très nettement les marques d'une brouette avec laquelle on a transporté le corps jusqu'à cette porte là-bas. Oui, au bout du jardin. Ah bah oui, vous voyez, là. La roue de la brouette a fortement marqué le sable. Ah, et devant la porte, tenez, regardez, voici la brouette. Elle est pleine de sang. Qu'est-ce qu'ils ont fait du corps? Ah, ils l'auront sorti du jardin, parbleu. Qu'y a-t-il derrière ce mur? La route, puis l'Hudson. Oui, allons voir. Ah, la serrure de cette porte a été forcée. Regardez, il y a une traînée de sang qui traverse la route. Oui. Venez vite! Il y a une flaque rouge au bord de l'eau. Pour moi, ils ont jeté le cadavre dans la rivière. Certainement. Oh mon Dieu. Non, j'en suis moins sûr que vous. Pourquoi? Supposons que les assassins aient eu intérêt à la mort de votre ami. Voulez-vous me dire pourquoi ils se seraient ingéniés, une fois leur crime commis, à faire disparaître le cadavre de façon aussi compliquée? Il n'était peut-être pas tout à fait mort. Ils n'auront pas osé le laisser là, de crainte d'être dénoncés par lui. Non, ce raisonnement ne tient pas. Si Brandel n'est pas mort du premier coup, qu'est-ce qui a empêché les assassins de continuer à le frapper jusqu'à ce que mort s'en suive? Enfin, n'était-ce pas plus simple que de courir les risques d'emmener un corps en laissant une piste qui frapperait un aveugle? Oui, évidemment. Pour moi, ces traces de sang ne prouvent pas du tout que votre ami a été traîné à travers le jardin. Si les bandits ont voulu le faire croire, on peut affirmer avec certitude qu'ils ont en réalité agi tout différemment. C'est possible, en effet. Et on peut en déduire également qu'il ne s'agit pas de malfaiteurs quelconques. Ont-ils volé quelque chose? Non, rien. Oui, je leur ai parié. Voyez-vous, ils se sont ingéniés à cette mise en scène avec tous les risques que cela comporte, parce qu'ils en espèrent certainement un gain autrement plus important qu'un simple cambriolage. Vous croyez? Oui, rentrons. Dites-moi, Atkins. Monsieur Brandel vivait séparé de sa femme depuis combien d'années? 16 ans. Qu'est-ce qui a déterminé cette rupture? Oh, c'était une espèce d'Othello. Sa femme a eu terriblement à souffrir de sa jalousie. Pendant un certain temps, elle a tout supporté, puis elle a fini par lui dire il vaut mieux nous séparer. Quand au bout de quelques années de mariage, un homme n'accorde pas plus de confiance à sa femme que vous ne le faites, elle perd sa dignité en continuant la vie commune. Et elle est partie. Qu'est-elle devenue? Personne ne le sait. Brandel avait profondément regretté l'irritation qu'il avait poussé à laisser partir sa femme, d'autant plus qu'en quittant la maison, elle avait emmené leur fillette, qui avait 4 ans. Quelque temps après, il a fait toutes les recherches possibles pour les retrouver. Il y a dépensé un argent fou, mais sans résultat. Il avait d'autres parents? Non. Ses seuls parents et héritiers sont sa femme et sa fille. Mais vivent-elles encore? Oui, elles sont donc les seules à avoir intérêt à sa mort.
Naturellement. Croyez-vous que Browndale ait fait un testament en leur faveur? Oh, sans aucun doute. Et venez vous reposer dans le salon. Oui, volontiers, il ne fait pas chaud ce matin. Je vais vous faire servir une tasse de café, messieurs. Merci. Atkins, que pensez-vous de ce James? Il est secrétaire ici depuis bientôt 8 ans. Et j'ai entendu Browndale n'en dire que du bien. Oui. Et vous ne pensez donc pas qu'il puisse avoir été complice des meurtriers? On ne peut jurer de rien, mais j'en serais fort étonné. Il gagnait très bien sa vie et je ne vois pas en quoi la mort de son patron pourrait lui rapporter autre chose que l'obligation pour lui et sa femme de chercher une autre place. À moins que Browndale ne les ait couchés sur son testament pour une forte somme, en récompense de leurs bons et loyaux services. Pour hériter, il faut un mort. Donc il aurait eu intérêt à le laisser où il était. J'étais appelé par d'autres affaires urgentes et je dus prendre congé. Il fut décidé que je reviendrais à 5 heures de l'après-midi. J'étais exact au rendez-vous, mais le jeune Atkins, qui avait une charge d'agent de change et qui était fort occupé lui aussi, me téléphona pour m'annoncer qu'il serait un peu en retard, ce dont il me priait de l'excuser. Pour l'attendre, je m'installai dans le salon qui donnait sur le hall, et par la porte restée entr'ouverte, j'entendis un curieux dialogue entre Albert, le maître d'hôtel, et une jeune fille à qui il venait d'ouvrir. Je voudrais parler à M. Browndale. Monsieur Browndale? C'est-à-dire, mademoiselle, que... Il m'attend. C'est de la part de qui? Dites-lui que je suis sa fille. Mais mademoiselle, monsieur Browndale n'avait pas de fille. N'avait pas? Pourquoi dites-vous n'avait pas? Il lui est arrivé quelque chose? Monsieur Browndale est mort, mademoiselle. Mon père est mort? Et quand cela? Cette nuit. Mort? Oh, c'est pas possible. Bonjour, mademoiselle. Monsieur? Je suis un ami de votre père. Si vous voulez bien vous donner la peine d'entrer dans ce salon. Volontiers. Pourriez-vous me dire, monsieur, de quoi mon père est mort? Il a été assassiné. Assassiné? Par qui? Pour le moment, on l'ignore. Mais je ne pense pas que le criminel court longtemps. On l'a tué pour le voler? Ou bien avait-il des ennemis? C'est ce que nous saurons bientôt. Maintenant, me permettez-vous une question? Je vous en prie. La fille unique de M. Browndale l'a quitté quand elle avait 4 ans. Depuis, personne ne l'a jamais revue. Vous vous dites sa fille, mais sur quoi vous appuyez-vous pour l'affirmer? Sur le contenu d'une lettre que mon père m'a envoyée il y a quelques jours. Ah. Avant d'avoir reçu cette lettre, connaissiez-vous les liens de parenté qui vous unissaient à M. Browndale? Non. Puis-je prendre connaissance de cette lettre? Non. Pourquoi? D'abord parce que ça ne vous regarde pas. Ensuite, M. Browndale étant mort, ma présence ici devient inutile. Bien que dans sa lettre il déclare expressément que je suis sa fille, pour rien au monde je ne voudrais faire valoir mes droits. Les raisons? Je n'ai aucune envie d'affronter les mufleries de ces hommes sans égard qu'on appelle des avocats. Ils ne respectent même pas les sentiments les plus sacrés. Je suis habillée pauvrement, soit, mais je suis plus riche de délicatesse et d'honnêteté que tous ces gens-là. Mais c'est tout à votre honneur, mademoiselle. Vous ne pouvez cependant pas renoncer à vos droits légitimes. L'héritage de M. Browndale... Ce sera certainement pas la fortune de mon père qui me fera changer d'avis. Quel âge avez-vous? 20 ans. Vous êtes bien jeune pour décider de questions aussi graves sans prendre conseil d'une personne compétente. Si vous y consentez, je serai très heureux de vous aider de mon expérience. Je vous remercie, monsieur. Mais la vie m'a donné trop rapidement, hélas, l'expérience que l'on acquiert généralement qu'avec les années. J'ai appris à me conduire seul, et je me dirige très bien sans chaperon. Comme vous voudrez. Cependant, il pourrait être de votre intérêt de me montrer la lettre que vous dites avoir reçue de M. Browndale. Mon intérêt? En quoi? Oh, c'est pas difficile à comprendre. On pourrait, par exemple, trouver étrange votre apparition dans la maison d'un milliardaire dont vous prétendez être la fille, juste au moment où il vient d'être assassiné. Franchement, ne donneriez-vous pas raison à celui qui y trouverait quelque chose de suspect? Mais monsieur, un pareil soupçon serait une infamie. Ah, bien des gens, hélas, ont été pendus sur des indices plus fragiles que celui-là. Mais enfin, j'ignore tout de ce crime. Encore faudrait-il le prouver. Vous n'avez guère montré d'émotion quand le maître d'hôtel vous a annoncé la mort de votre père. En général, une fille fait preuve d'un peu moins de froideur. Oh, je sais bien que le monde qui a tant de cœur
me reprochera de ne pas avoir sangloté à la mort d'un homme que je n'ai pas connu, et dont la conduite envers ma mère a été aussi cruelle qu'injuste. À propos, actuellement, où se trouve madame votre mère? Je ne sais pas. Comment, vous ignorez ce qu'elle est devenue? Oui, depuis 5 ans. Elle était tombée malade et il avait fallu la transporter à l'hôpital Saint-Patrick. J'allais la voir tous les jours. Elle avait une infirmière très gentille. Et puis moi-même, j'ai attrapé une angine. Je suis restée 3 jours sans pouvoir sortir. Le 4e jour, quand j'ai demandé à voir ma mère, on m'a dit qu'elle était partie la veille. Et l'on a été très étonnés qu'elle ne soit pas rentrée à la maison. On a fait des recherches dans d'autres hôpitaux, à la morgue. Rien. Est-elle morte? Je ne sais pas. Vous avait-elle parlé de son mariage et des circonstances qui avaient amené la séparation? Non. Mais je dois vous dire que maman n'était pas tout à fait normale. Sa rupture avec mon père avait comme brisé quelque chose dans sa tête et dans son cœur. Sur le passé, elle gardait un silence farouche. Et quand je lui posais des questions, elle me répondait « Plus tard, à ta majorité, je te dirai tout. » Et elle est partie sans m'avoir rien dit. Elle avait de la famille? Non, plus personne. Comme pour rompre plus sûrement avec le passé, elle avait brûlé tous nos papiers. Et elle se faisait appeler Madame Clark. On m'appelle Helena Clark. Voilà 5 ans que je suis seule au monde. Puis-je entrer? Mais certainement, Hopkins. Mademoiselle. Oh, Oh, Helena, qu'est-ce que vous faites ici? et vous, David? Vous vous connaissez? Mais oui. Je pense bien. Mais comment allez-vous? Qu'est-ce que vous devenez? Mon cher, il m'arrive actuellement une aventure étonnante qui, je le sens, va me causer pas mal de soucis. Quoi donc? Mademoiselle prétend être la fille de Monsieur Brandel. Vous? Mais ce serait merveilleux. Vous semblez plus prompt à me croire que monsieur. David, vous connaissiez Monsieur Brandel? Il me traitait comme son fils, et je l'aimais comme un père. Oh, alors là, je crois rêver. Bon, si nous redescendions sur Terre. Mademoiselle a, paraît-il, reçu une lettre de Monsieur Brandel par laquelle il la reconnaît pour sa fille. Elle a refusé de me montrer cette lettre, mais peut-être consentira-t-elle à vous la laisser lire. Oh, mais certainement. Tenez, David, la voici. Merci. Alors, c'est bien l'écriture de Monsieur Brandel. Prenez cette lettre, Nick, et lisez-la. Helena, vous pouvez avoir confiance en monsieur comme en moi-même. Il faut vraiment que ce soit vous qui me le disiez, car monsieur n'a cessé de me montrer une hostilité. Excusez-moi, mademoiselle, mais je suis obligé d'être objectif. Voyons cette lettre. Ma chère enfant, voici 16 ans que je vous recherche. Il y a quelques heures seulement, j'ai acquis la certitude que vous étiez ma fille. Venez vite me voir afin que je puisse vous ouvrir mon cœur, vous dire combien je regrette mes torts et à quel point vous me rendriez heureux si vous acceptiez de reprendre votre place dans une maison qui n'a jamais cessé d'être la vôtre. Je sais que vous ne vivez pas avec votre mère, peut-être pourrez-vous m'en donner des nouvelles. Je l'ai laissé partir dans un accès de jalousie aveugle que je ne comprends même plus aujourd'hui. Je suis prêt à réparer les chagrins que je vous ai causés à toutes deux. Au cas où vous croiriez pouvoir me pardonner, hâtez-vous, ma chère enfant, d'accourir auprès de votre malheureux père, signé Archibald Brandel. Atkins, c'est bien son écriture? Oh, sans aucun doute. D'ailleurs, vous trouverez dans son bureau de nombreux documents écrits de sa main. Non, j'y vais. Je pense que James doit s'y trouver. Excusez-moi. J'en prie. Dites-moi, James, que pensez-vous de cette lettre? A-t-elle été écrite par M. Brandel? C'est bien son écriture, ou alors elle est imitée à la perfection. Voulez-vous me montrer les documents écrits de sa main? Je peux surtout vous montrer des livres entiers de copies de lettres. Monsieur Brandel n'envoyait jamais une lettre sans en prendre une copie avec le procédé habituel, papier de soie mouillé à l'éponge humide et presse à copier. Et la lettre étant écrite avec une encre spéciale. Naturellement. Ce que vous me dites est fort intéressant. Je suis sûr maintenant que cette lettre est un faux. Je m'en doutais. Me voici désormais devant une certitude. Pourquoi? L'écriture est un chef-d'œuvre d'imitation, seulement le faussaire a oublié une chose. Il a écrit cette lettre avec une encre ordinaire, et non une encre à copier. Et je ne vois pas sur le papier les inévitables bavures dues au contact avec le double humidifié. Étant donné l'habitude qu'avait M. Brandel de copier à la presse chacune de ses lettres, comment ne l'aurait-il pas fait pour un document aussi grave? Un document par lequel il effectuait une véritable reconnaissance de paternité. En effet. Cette lettre est, je le répète, un faux. Quant à cette ravissante jeune fille, si raffinée sur le chapitre de l'honneur, si candide et si pure, elle m'a tout l'air d'une fieffée coquine comme j'en ai rarement rencontré dans ma carrière de détective. Dites-moi, quel était le notaire de M. Brandel? Maître Clarence Harding, Broadway 174. Je vous remercie.
Ah, Nick, une bonne nouvelle. Je viens de décider Elena à s'installer ici. C'est une excellente idée. J'avais prévenu David, monsieur Carter. Si vous m'aviez tant soit peu désapprouvé, je ne serais pas restée. C'est qu'il m'a dit beaucoup de bien de vous. Vous êtes, paraît-il, un détective extraordinaire et vous allez faire, je pense, la lumière sur la mystérieuse disparition de monsieur Browndale. Puissiez-vous réussir rapidement. Je ne négligerai rien dans ce but, mademoiselle. Vous pouvez en être certaine. Si vous le permettez, je vais voir la chambre que l'on me destine. Je viens de prier Edith de la préparer, elle va vous la montrer. Et puis je retournerai chez moi à chercher mes affaires. Oh, le déménagement ne sera pas long. J'ai si peu de choses. À tout de suite, Elena. J'aimerais, Atkins, que vous me disiez quelques mots sur cette charmante jeune fille qui arrive si à propos pour cueillir l'héritage d'un soi-disant papa. Nick, j'espère que vous ne la suspectez pas. Mon devoir est de suspecter tout le monde. Comment l'avez-vous connue? Dans un magasin, il y a 2 ans. Oui. Et depuis, vous l'avez rencontrée souvent? Dans les premiers temps, très souvent. Puis, de moi-même, j'ai espacé nos relations. Tiens, pourquoi donc? Parce que... Oh, à vous, je peux bien le dire. J'ai eu le coup de foudre. Ah. Sitôt que je l'ai vue, je n'ai plus qu'une idée, l'épouser, en faire la compagne de ma vie. Malheureusement, j'ai dû vite déchanter. Elle m'a conduit, très gentiment, désirant que nous restions de bons camarades, mais rien de plus. Et son cœur était pris ailleurs. Oui. Et vous connaissez l'heureux élu? Elle nous a présenté un soir, au coin d'une rue. Son nom? Reginald Stuart. Reginald Stuart? Vous le connaissez? Ah, si c'est celui auquel je pense, voilà qui confirmerait mes soupçons. Quel soupçon? Permettez-moi de ne rien vous en dire pour le moment. Est-elle fiancée à ce garçon? Je l'ignore. Oui. A-t-elle une photographie de lui? Il n'y a pas longtemps, nous prenions le thé ensemble. Elle a ouvert son sac et je crois en avoir aperçu une, en effet. Tenez, c'était ce sac-là qui est sur le fauteuil. Ah, très bien. Allez vite vous assurer que la gouvernante prépare à cette jeune fille une chambre digne d'elle. En attendant, je vais prélever des gouttes de sang pour les analyser. Je reviendrai demain matin à 10 heures. Entendu. À demain. Une fois seul, je n'ai pas résisté au désir d'ouvrir le sac d'Elena et d'y prendre la photographie qui y était, en effet, et que j'ai glissée dans ma poche. Puis, sur 3 morceaux de verre que m'a donné James, j'ai déposé une quantité de sang suffisante pour effectuer les analyses indispensables. Je suis rentré chez moi, et dans le laboratoire ultramoderne que je me suis fait installer en sous-sol, je me suis mis au travail. Le sang répandu dans la chambre du milliardaire Browndale et dans son jardin jusqu'à l'Hudson était bien du sang humain. Je montrai la photographie de Reginald Stuart à mon fidèle collaborateur Patsy. « Oh, mais je connais ce type-là. Mais c'est Reginald Stuart. » Ah, toi aussi tu le reconnais? C'est un des plus dangereux bandits de New York. Il a été certainement dans le coup de la banque Morgan. Beau garçon, beau parleur, très bien élevé, élégance discrète, visage sympathique, qui respire la franchise et l'honnêteté. De première force, le gars. Oui, et toutes les filles doivent en être folles. Toutes! Mais dans le milieu, d'après nos indicateurs, on le dit en ménage plus ou moins officiel avec une fille de 20 ans, une ravissante blonde aux yeux bleus. Blonde aux yeux bleus? Tu l'as vue? Non. Mais on dit qu'elle aussi respire l'honnêteté. Pour égarer les soupçons sur leur moyen d'existence, il paraît qu'elle est demoiselle de magasin. Ah, décidément, cette fille est une des plus habiles comédiennes que j'ai jamais vues. Vous la connaissez? Oui. Elle ne va pas se payer ma tête longtemps. Je mis Patsy au courant de la situation qui, à l'analyse, était loin d'être claire. Si Helena voulait hériter de Browndale assassiné par son amant, le cadavre était indispensable. Dans ce cas, pourquoi l'avoir fait disparaître? Tant que l'état civil n'aurait pas rendu le décès officiel, aucun héritage n'était possible. Alors, le lendemain matin, je passai chez le notaire, puis j'allai à la maison du crime. Ce fut Helena qui m'ouvrit. Bonjour, monsieur Carter. Bonjour, mademoiselle. Avez-vous bien dormi? Non, mal, après toutes ces émotions. J'aurais encore quelques questions à vous poser. Je vous en prie. Peut-être pourrions-nous entrer dans le bureau? Mais si vous voulez. Asseyez-vous. Merci. Je vous écoute. Quel a été votre dernier domicile? La pension de famille de Madame Jones, 54e rue, numéro 31. Combien de temps y êtes-vous resté? Oh, plus de 2 ans. Vous allez excuser mon indiscrétion, mais vous-même m'avez assuré tenir autant que moi
à ce que toute la vérité soit faite sur le drame d'hier matin? Certainement. Bien. Pendant ces 2 années, vous êtes-vous lié d'amitié avec plusieurs hommes? Mais monsieur Carter, je ne vois pas quel rapport peut avoir ma vie privée avec la mort de mon père. J'en suis seul juge. Répondez. Eh bien, au cours de ces 2 années, je me suis fait 2 amitiés auxquelles j'attache beaucoup de prix. D'abord, David Atkins, qui est entré un jour dans la maroquinerie Wells où j'étais vendeuse. Oui, 1 an après la disparition de ma mère, j'étais allée demander une place à monsieur Wells. Plusieurs fois, étant fillette, j'étais entrée dans son magasin avec maman. Elle était déjà certainement sa cliente au début de son mariage, et en souvenir d'elle, il m'avait accueillie avec beaucoup de gentillesse. Ah, mais il avait dû promettre le secret à ma pauvre maman. Car j'ai eu beau à plusieurs reprises lui demander des renseignements sur mon passé, il m'a juré qu'il ne savait absolument rien. Étant donné que la maison Wells a la clientèle la plus sélectionnée de New York, il n'y a rien eu d'étonnant à ce que tôt ou tard je fusse appelée à servir David Atkins, qui appartient au même milieu que mes parents. Oui, je comprends. Et votre second ami? C'est Reginald Stuart. Ah. Et comment l'avez-vous connu? Quand maman était à l'hôpital, elle avait été admirablement soignée par une infirmière, Madame Lewis, qui m'a prise en amitié en me voyant désespérée de me retrouver seule au monde. Elle m'a fait connaître son fils, George, qui avait pour ami intime Reginald Stuart. Oh, j'ai tout de suite aimé Reginald. Qui est l'être le plus loyal et le plus merveilleux qui se puisse rencontrer. Vraiment? Quel métier fait-il? Oh, il est très intelligent et il a des intérêts dans des tas de sociétés dont il surveille la marche. Ah, oui, il a une belle situation. Oh, bien qu'il n'en soit jamais question entre lui et moi, je crois qu'il gagne beaucoup d'argent. Oui. Et lui? Répond-il à vos sentiments? Oui. Nous devons nous marier. Vous le voyez souvent? Oh, malheureusement, non. Il s'absente parfois 3, 4 ou 5 semaines pour ses affaires. C'est ainsi que je ne l'ai pas vu depuis le mois de mars. Mais je l'attends d'un moment à l'autre. Quand il va savoir la lettre que j'ai reçue de mon père... Ah, il sera étonné. Avouez qu'il y a de quoi. Enfin, avec lui, s'il m'aime, je sais déjà que ce n'est pas pour ma fortune. Autre question. Hier, vous m'avez spontanément dit votre mépris pour les avocats. Vous avez déjà eu affaire aux tribunaux? Moi, personnellement, non. Mais dans ma pension de famille, il y avait une pauvre femme qui avait intenté un procès au sujet d'un héritage dont elle avait été frustrée par des cousins indélicats. Ah, oui. Je l'ai accompagnée à plusieurs reprises au tribunal, et chaque fois, j'en suis revenue parfaitement écœurée. Je vous remercie. Ou bien, j'avais affaire à une rouée diablement habile, qui essayait de me rouler avec des yeux candides et des réponses d'une désarmante spontanéité, ou bien j'étais un monstre de soupçonner cette pauvre jeune fille, modèle de franchise et de loyauté. C'est en la quittant que James me conseilla d'interroger la vieille Mary, qui avait la garde de l'argenterie. Oh, je suis bien contente de vous voir, monsieur Carter. Vous pensez, hier, quand on a appris l'assassinat de ce pauvre monsieur, j'ai regardé tout de suite si on n'avait pas volé l'argenterie. Ah oui. J'ai jeté un coup d'œil, j'ai vu que tout était en place. Oh, j'ai respiré. Et puis, hier soir, avant de me coucher, je me suis dit, t'as regardé un peu vite. Les théières, les sucriers, tout ça y était. Mais les écrins, t'as pas ouvert les écrins. Eh bien, monsieur Carter, les bandits ont volé ce qu'il y avait dans 6 écrins. Des couverts en vermeil, des couteaux à manche de nacre, des petites cuillères en argent massif. Oh, j'en ai encore les jambes coupées. Si l'assassinat a eu le vol pour mobile, ça je comprends de moins en moins. Oh, ça fait 20 ans que je suis dans la maison, monsieur Carter. Il a jamais manqué une cuillère à sel. Il faut que ces bandits... Non, mais calmez-vous. Alors dites-moi, mais... si vous êtes dans la famille depuis 20 ans, vous avez connu mademoiselle Helena, petite fille? Oh, ben je pense bien. C'est moi qui m'en suis occupé jusqu'au jour où elle a quitté la maison avec sa maman. Vous avez vu cette jeune fille qui a passé la nuit ici? Oh, vous pensez? C'est ma petite Helena qui est revenue. Vous l'avez reconnue? Non, mais elle ressemble tellement à sa mère. Ah, vous êtes sûr? Oh, j'ai beau être vieille, monsieur Carter, je lis sans lunettes, et je vous dis, moi, que sa ressemblance avec cette pauvre madame est frappante. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder les photos. Oui. A-t-elle reconnu la maison dans ses détails? Non, parce qu'elle est partie à l'âge de 4 ans. N'empêche que, dans sa chambre,
Elle est allée directement au placard à droite de la fenêtre et elle m'a dit « C'est là que je mettais mes jouets. » Vous n'avez pas encore l'air convaincu que cette jeune fille est bien ma petite Elena. Je me suis laissé dire qu'elle avait sur le corps une certaine marque qui permettait de l'identifier de façon absolue. J'y arrive. Quand elle était petite fille et que je la baignais, j'étais toujours chiffonnée par une petite tache brune qu'elle avait en bas de l'omoplate gauche. Eh bien, Monsieur Carter, moi aussi, j'ai voulu en avoir le cœur net. Et hier soir, je me suis arrangée pour l'aider à se déshabiller. Eh bien, cette tache, elle l'a toujours. Oui, je crois même qu'elle a une forme spéciale. Oui, exactement la forme de l'Afrique, en plus petit. Oui, ben heureusement. N'importe quel homme de loi pourra le constater comme je l'ai fait moi-même. Très bien, Mary. Je vous remercie. Ainsi, mon enquête reculait et je voyais de moins en moins clair. Il n'y avait plus de doute maintenant. Cette Helena était bien la fille du milliardaire Browndale. Le notaire m'avait lu le testament du financier qui faisait légataire universel sa fille, disparue à l'âge de 4 ans, et qui portait au bas de l'omoplate gauche, je cite ses propres termes, une tache marron rappelant exactement la forme de l'Afrique. Mais alors, pourquoi s'être présenté avec une lettre qui était un faux? Et pourquoi cette disparition du cadavre qui annihilait tout espoir d'héritage? Sans plus attendre, je suis allé interroger Madame Jones, la propriétaire de la pension de famille. Helena? Mais monsieur, c'est la plus charmante jeune fille que je connaisse. Et la plus sérieuse. Ah. Je peux dire qu'en 2 ans, elle n'est pas sortie 5 fois le soir. Merci, madame. Et Patsy qui m'assurait qu'elle vivait presque complètement avec Stuart. Tout s'effondrait. Il fallait reprendre l'enquête à zéro. Mais par quel bout? Stuart? Pas de domicile fixe. Il y avait bien l'infirmière de l'hôpital Saint-Patrick, cette Madame Lewis dont le fils était l'ami de Stuart. Je vais à l'hôpital et le directeur me donne confidentiellement son adresse. En fin d'après-midi, je trouve dans un coin perdu de banlieue une maison isolée au milieu d'un terrain vague, un véritable coupe-gorge. Soudain, quelqu'un arrive et entre. Reginald Stuart. Alors, la chance finissait par me sourire. Je cours aussitôt téléphoner à McCluskey, chef de la police centrale. Allô? Qui est à l'appareil? Nick Carter. Bonsoir, Mac. Je suis sur un très gros gibier. Voulez-vous m'envoyer 10 hommes en civil et armés jusqu'aux dents? Ok, Nick. Quelle adresse? En banlieue, à Clifton, 45 Dead Street. Ok, ils y seront à 7 heures. À 7 heures, mes 10 policiers arrivent. La nuit est venue. Ils entourent la maison, prêts à intervenir sitôt qu'ils entendront un coup de feu. J'ouvre la porte sans difficulté et, avec les ruses de Sioux que m'a apprises Buffalo Bill, je m'approche d'une pièce où parlent 4 personnes. Je me glisse dans la pièce voisine, je déplace légèrement le brise-bise d'une porte de communication vitrée et j'aperçois Stuart qui tient par le cou une ravissante blonde aux yeux bleus. Ce n'est pas Helena. Avec eux, il y a une femme et un garçon de 25 ans, Madame Lewis, et son fils George. Tu es toujours aussi jolie, ma Peggy, mais toujours aussi bête. Hein? Tu ne comprends rien. Enfin, je comprends que tu vas épouser ta riche héritière et que tu me laisses tomber. Mais pas du tout. Et Madame Lewis, dans tout ça, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a rien compris. Elle a rien compris du tout. Résumons. Il y a 5 ans, la mère d'Helena est hospitalisée à Saint-Patrick et c'est Madame Lewis qui la soigne. Tu comprends ça? Oui. Bon. Un jour, la malade se laisse aller à des confidences et dit à Madame Lewis qu'Helena est la fille unique du milliardaire Browndale. Tu me suis? Je te précède. Bon. Alors, Madame Lewis se dit, l'idéal serait de supprimer la maman et le papa et de marier mon fils George à la riche héritière. Quand la maman sort de l'hôpital, Madame Lewis et George kidnappent la mère d'Helena et l'envoient au fond de l'Hudson nourrir les poissons. Eh bien, c'est clair comme de l'eau de roche. Helena s'ennuie de ne plus voir sa maman et pour la distraire, Madame Lewis lui présente son fils George. Mais avec la gueule qu'il a, il ne pouvait pas lui plaire. Dis donc. Enfin, c'est vrai, oui ou non? Un jour, par contre, elle me voit et alors là, c'est le coup de foudre. Elle se met à m'adorer. Là, Maman Lewis et George, qui ne sont pas bêtes, changent leur fusil d'épaule et me proposent la combine. Je ferai la cour à Helena jusqu'à ce que je l'épouse et je leur refilerai une commission, bien entendu.
J'accepte la combine, et quand je serai marié avec Elena, je tire le gros, l'énorme chèque, et je file avec toi nous installer en Europe. Ça va? Ah, bien oui. Comme ça va. Oui, mais seulement il restait 2 choses à faire. Supprimer le papa et fournir à Elena la preuve qu'elle était bien sa fille. Robertson me confectionne une lettre signée Browndale, qui est un chef-d'œuvre d'imitation. Je l'envoie par la poste à Elena, qui, grâce à ce papier, va faire valoir ses droits. Quant à supprimer le papa, ça a été fait l'autre nuit. Georges et moi, on l'a laissé mort, tout ce qu'il y a de plus mort. Et pour faire croire à un vol, on a fauché de l'argenterie. Et maintenant? Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Elena va s'amener, elle produit la fausse lettre, il y a une vieille domestique qui sûrement va la reconnaître, d'autant plus qu'elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à sa mère, elle hérite, je l'épouse, et à nous le milliard. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de quoi? Du mort. Mais comment ça, du mort? Ah oui, pour le moment, il n'y a pas de mort. On l'a laissé au pied du lit, il ne s'est pas envolé? Non. Mais moi, je suis revenu le chercher. Quoi? Quand il m'a quitté à 3 heures du matin, moi, je suis revenu. J'ai chargé le corps sur mon dos et je l'ai déposé dans une voiture que j'avais amenée devant la maison. Puis je suis remonté, j'ai répandu un peu partout, dans la chambre, dans le jardin, jusqu'au bord de l'Hudson, du sang humain que ma petite mère a fauché au laboratoire de recherche de l'hôpital. Pourquoi faire? Pour égarer la police. Non, je te demande pourquoi tu as repris le mort. Pour te faire chanter. Quoi? Oui, j'ai planqué le mort. Il n'y a que moi qui sais où il est. Alors tu donnes du fric. Sinon, pas d'héritage. Tu plaisantes? Oh non. Pourquoi tu me fais ça? Parce que moi aussi, j'aurais très bien épousé une milliardaire. Et surtout celle-là. Alors, comme je ne peux pas, je veux une très belle indemnité. On s'était mis d'accord sur une commission. Oh, c'est pas assez. Mais qu'est-ce que tu veux? Je te rends ton mort et tu me refiles tout ce que tu as touché sur le coup de la banque Morgan. 300 000 $? Non mais t'es pas fou. Alors je garde le mort. Écoute, Georges. Écoute, rends-le-moi et je te donne 100 000 $ comptant. En fait, tu sais que tout le fric est là-haut dans une valise. Non, je ne laisserai pas filer mon mort à moins de 300 000. Et si je t'écrasais la tête? Je pourrais plus te dire où il est. Il faudrait que quelqu'un vous mette d'accord. Allez, moi, haut les mains! Nick Carter! J'ai dit haut les mains ou je tire! Mais... Allez, venez au mur. Et pas un geste. Les menottes, vite. Allez, vache! Et maintenant, George Lewis, où est le cadavre de M. Browndale? Je sais pas! Et maintenant? Je ne sais pas! Mais vas-tu parler? Où est-il? Et dans la cave. Il y a une trappe, là. C'est là. Voilà, mes chers amis, comment s'est terminée cette sombre histoire. Et pensez que je faisais d'une pierre 2 coups, puisqu'au premier étage, j'ai récupéré les 300 000 $ volés à la banque Morgan. On a retrouvé dans la cave le corps de M. Browndale. Dès lors, son décès a été officiel et, quelques mois plus tard, Elena reconnut fille légitime du milliardaire, héritée de son papa. Au début de l'hiver, elle épousa David Atkins, et ils eurent beaucoup d'enfants. Je suis le parrain de la première, une jolie petite fille blonde aux yeux bleus, qui a, comme sa maman, au bas de l'omoplate gauche, une petite tache marron, mais celle-là, elle a la forme de l'Amérique. Dans la série Les exploits de Nick Carter, le détective américain, vous venez d'entendre Du sang jusqu'à l'Hudson. Texte de Jean Marcillac. C'est une production de Maurice Renaud. Chef opérateur du son René Cambien, bruitage Géo Valery, assistante Odette Brianne, réalisation Gilbert Cazeneuve. Avec dans le rôle de Nick Carter, Michel Gatineau. Patsy, Jacques Couturier, James Alain Mottet, Atkins, Jean Berger, Stuart, Jean-François Lallet, Georges, René Renaud, McCluskey, Robert Lebéal, Albert Marcel Leston. Elena Sylvie Doniot, Edith Claude Ligoni, Madame Jones, Germaine Risse, Méret, Marcel Dornac.